Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le quatrième live du Labo 148. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous accueillir Laurie Pézeron pour introduire ce quatrième thème, se raconter, se représenter de notre projet Nouvelle Cartographie. Bonjour Laurie. Bonjour. Laurie, tu as créé le club de lecture Read en exclamation en 2007 pour mettre en lumière les auteurs issus d'origine africaine, afro-américaine, afro-européenne ou encore caribéenne, après avoir fait le constat d'un manque de représentation de ces communautés dans le milieu littéraire. Puis il y a quelques années, tu as même lancé un club enfant afin de faire connaître les livres qui pourraient tous les représenter. Alors tout d'abord, on voulait te demander comment t'est venue l'idée de ce club. Euh, L'idée, c'est un besoin de partager mes lectures. Tout simplement, je me suis mis à lire assez tard, après, après mes études. Et en sortant de l'école, on m'a offert un cahier un cahier au retour, non, cahier du retour au pays natal de Aimé Césaire et je découvre que dans toute ma scolarité, je l'avais pas croisé. Et quand je me suis mise à lire ces auteurs afrodescendants, ben, j'avais envie de partager tout ce que j'avais vécu dans ma lecture, comme quand on va voir un bon film et on a envie d'en parler avec ses collègues, ses potes, et compagnie. Bon, je me suis dit, pour partager mes bouquins, il va falloir que je fasse lire les gens les bouquins que je lis. Et c'est comme ça que j'ai créé un club. Alors, faut savoir aussi que ma mère faisait partie d'un club de lecture et donc c'est une activité que je connaissais déjà. J'avais déjà en fond, quoi, en toile de fond dans ma vie. Enfin, c'était pas une activité exceptionnelle pour moi. Et je me suis dit, ah, bah, je vais faire mon club, quoi. Pour partager la même chose que moi, il faut que les gens lisent la même chose que moi. Et donc, je vais leur proposer de lire les livres que je lis pour pouvoir en discuter avec eux. Et quel était ton projet avant de te lancer, enfin quel était ton parcours, pardon, avant de te lancer dans le projet? Quel a été mon parcours? Moi, j'ai fait des études de communication et puis j'ai fait un BTS de com, j'ai fait un doc de lettres modernes. J'ai fait pas mal de stages dans les médias et quand j'ai créé le club, je travaillais pour le quotidien 20 minutes, mais c'était au début de 20 minutes, donc c'était vers 2004, 2004, ouais, 2004-2005. Et c'est devenu ton activité professionnelle principale, ce club? Pas du tout, c'est une passion. Ah. Et du coup, tu nous disais que c'était en lisant Aimé Césaire que tu avais compris que que tu n'avais pas vraiment lu d'auteur noir durant ta scolarité. Et du coup, à partir de ce moment-là, à quel moment tu t'es rendu compte que vraiment il manquait, que tu n'avais pas lu assez d'auteurs noirs et est-ce que ça t'a influencé dans ta construction identitaire, le fait de lire des auteurs noirs? Je pourrais pas parler de construction identitaire parce que j'estime que son identité, on l'a construit tout au long de sa vie. Mais voilà, je me suis dit, en lettres modernes, on vous donne les 100 livres obligatoires à lire, les 100 classiques à lire, impératifs avant de commencer aux études. Il y a la chanson de Roland, bref, il y a plein de bouquins et très peu de noirs. Et je me suis dit, dis donc, depuis le temps que je suis à l'école, on m'a pas proposé des auteurs déjà lié à mes origines, puisque je suis d'origine de l'île de la Guadeloupe et les auteurs caribéens, je pouvais beaucoup moins bien les citer que les auteurs hexagonaux, je ne sais pas comment les appeler, mais voilà, j'étais beaucoup plus capable de citer un Victor Hugo, un Stendhal ou un Maupassant et beaucoup moins capable de citer un Fanon, une Marie Scondé, un Césaire. Enfin, c'était beaucoup moins évident que moi. Et en tant que personne ayant des origines de la Caraïbe, je me suis dit que je peux pas continuer à avancer sans connaître ma propre culture, quoi. Et du coup, justement, le fait de lire plus d'auteurs noirs, est-ce que ça a influencé ton expérience en tant que femme noire, du coup? Est-ce que ça t'a apporté est-ce que ça a influencé ta vie?
Je pense pas que c'est. Je pense que je pourrais dire ça à la fin de ma vie. Ça, je sais pas. Pas, je peux pas dire ça aujourd'hui. Peut-être que ouais, sur ma fin de ma vie, je pourrais dire ce que ça m'a apporté. Une chose est sûre, c'est que je suis très influencée par la culture hip-hop et du coup par la culture afro-américaine. Et ça m'a été reproché d'ailleurs. On m'a dit non mais attends, tous les bouquins que tu proposes, c'est mainstream, c'est très américain, on est français et compagnie. Mais la culture hip-hop est une culture, en revanche, que je pourrais dire dans laquelle je me suis construite. Et en fait, du coup, tu es tourné vers les États-Unis. Et en plus, les African Americans maintenant et les Caraïbéens, on a une histoire commune, c'est de ne pas savoir d'où on vient. En fait, on a créé une nouvelle culture dans les territoires sur lesquels on a atterri, mais on sait pas d'où on vient. Et je pense que j'étais orientée, en tout cas à partir de la culture hip-hop et les Afro-Américains, parce que j'étais à New York la première fois à 17 ans, et le fait de voir dans des pubs, dans des affiches de cinéma, dans des magasins. J'ai rien que de voir dans des magasins des managers dans une boutique lambda. Il y a un espèce de sentiment de reconnaissance et de considération que j'avais jamais senti à Paris. Je dis pas en France parce qu'en plus je dis à Paris. Euh, c'était plus un impératif de me réapproprier ma propre culture parce que j'avais une culture dominante qui était finalement pas la mienne et je pouvais pas avancer sans pouvoir citer des auteurs de chez moi, quoi. C'était pas concevable pour moi. Justement, ce voyage aux États-Unis, comme tu l'as dit dans une interview, ça t'a beaucoup chamboulé. Parce que ça semble plus évident aux États-Unis, enfin, la question de la représentation des différentes communautés semble plus évidente. Mais en quoi justement comment c'est différent en France de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut vivre en France? Alors, c'est pas, en fait, c'est pas que ça m'a chamboulé, c'est que j'avais envie d'aller à New York, comme toute amoureuse de la culture hip-hop, c'est là que la culture hip-hop est née. J'avais envie de marcher sur la 125e à Harlem. J'avais envie de vivre ce truc que je voyais dans tous les clips, dans tous les films que je regardais dédiés à la culture noire là-bas. Et du coup, ouais, j'avais envie de voir ça en vrai. Enfin, j'avais envie de le vivre. J'ai grandi avec BET en Guadeloupe. Enfin, avant que BET arrive en France, à l'époque, c'était diffusé aux Antilles avec toute la musique caribéenne, dancehall et compagnie. Et du coup, comment dire, la France, comment elle promeut son pays, elle promeut pas la richesse culturelle et multiculturelle qu'elle a. Elle promeut l'exception culturelle, mais pas la richesse qu'elle a. Aux États-Unis, c'est évident qu'il y a de tout. En France, quand tu arrives dans un pays étranger et que tu es noire et que tu dis que tu es française, ils disent oh, française, t'es sûre, enfin, vraiment. Et voilà, c'est plus dans les imaginaires face à l'autre surtout. Mais je dirais pas que ça m'a chamboulé, mais en tout cas, ça m'a ouvert le champ des possibles où ben, j'avais pas vu d'avocat noir à Paris, ou même dans les films qu'on proposait au cinéma à Paris. Donc voilà, c'est une considération et une reconnaissance qui paraissait évidente là-bas et pas du tout ici. Mais comme la danse hip-hop, moi je faisais de la danse. Euh, et, euh, et pour ma mère, à l'époque, c'était inconcevable. Aujourd'hui, les nouvelles générations ne pourront pas comprendre ça. Mais pour ma mère, à l'époque, c'était inconcevable qu'elle paye pour danser sur la tête. En fait, pour elle, on faisait n'importe quoi. On faisait des macaqueries. C'était pas une activité. Et la culture hip-hop s'est défendue, s'est justifiée et maintenant est complètement ancrée. Enfin voilà, aujourd'hui, s'il y a la culture de la basket, c'est grâce à la culture hip-hop. Si tu peux entrer en resto et même aller travailler en basket, c'est grâce à la culture hip-hop. Donc, mais tout ça, tu le vis en fait, tu le vis au moment où ça arrive et tu le comprends beaucoup plus tard, pas au moment T. Et après, les États-Unis.
ils sont hyper communautaires, sans la connotation négative que la France met à la communauté. Chacun existe, chacun peut, dans la limite de la liberté, mais je sais pas moi, dans le recensement, on te demande ton origine, si tu es latino, si tu es asiatique, si tu es africain-américain. Enfin, c'est logique pour eux d'identifier toutes les populations dans sa diversité. Et en France, on est sous cette république qui efface une partie de ton identité. Mais quand tu le vis, quand je vais à New York oh là là, j'avais 17 ans, en 2000, je suis pas consciente de tout ça, quoi. Mais vraiment pas. Je suis à Harlem, je marche, je vais dans des clubs, en plus j'étais mineure, donc je peux même pas vraiment sortir. Je vais dans des barbecues où il y a des familles Cosby Show partout, en fait. Et je voulais juste vivre ça. Et justement, est-ce que tu trouves que depuis ton voyage à New York ou même ces dernières années, ces derniers mois, est-ce qu'il y a eu une évolution sur la question de la représentativité en France, dans les médias, dans les films, etc. Il y a, j'ai créé le club en 2007, donc on est en 2020, donc il y a quand même 13 ans, et évidemment il y a des évolutions qui sont, comment dire, qui sont encore trop minimes, mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un pays assez conservateur, assez traditionnel, et que l'évolution prend beaucoup de temps aux États-Unis. Ça reste un pays nouveau, neuf qui s'est créé. Il y a eu des lois ségrégationnistes, il y a eu des luttes contre les droits civiques, et il y a eu vraiment comment dire, des points forts de l'histoire qui contribuent à une accélération des mentalités et sur certains territoires, parce que la France parle beaucoup des violences policières aux États-Unis. Elle parle très peu des violences policières qu'il y a là sur son territoire. Et dans les violences policières, elles sont souvent racisées. C'est arrivé très rarement qu'une famille blanche, pour pas dire occidentale, parce qu'on est tous des occidentaux finalement, lutte pour avoir justice, quoi. Et ça arrive toujours au même, et sous couvert qu'on est égaux et que sous les couverts des droits de l'homme, sachant que la Déclaration des droits de l'homme date de 1789 et que l'abolition de l'esclavage date de 1848, donc il y a quand même presque 100 ans entre ce qu'on promeut d'égalité et ce qu'on applique dans l'égalité. Tout est plus subtil parce que c'est moins franc qu'aux États-Unis. Et après, les États-Unis est un pays hyper violent à la base, donc tout s'est fait, tout s'est développé après des conflits hyper sanglants. Et sinon, d'après toi, pourquoi la culture afro-américaine est plus influente, enfin, a plus d'influence que la culture africaine dans la diaspora française? Je pense pas qu'elle a plus d'influence. C'est que quand je vous parle de New York, vous avez tous une image de ces taxis jaunes qui roulent sur Broadway. Mhm. Quand je vous parle de Dakar ou d'Abidjan, votre imaginaire, il est déjà moins construit, moins net, moins clair. Et les États-Unis ont cette image internationale, c'est cette fameuse toute-puissance qu'ils ont créée eux-mêmes, qui fait que ça parle au plus grand nombre. Mais la culture africaine, ouais, du continent, elle est tellement forte et tellement puissante. Enfin, les traditions, vous allez à la 126e à Harlem, il y a un quartier qui s'appelle Little Sénégal. Enfin, tout le monde parle Wolof, en fait. Et du coup, je ne sais plus exactement ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas la même aura parce que les États-Unis se placent en tant que toute puissance et,
Et puis c'est un pays, alors que le continent africain, c'est 54 pays. Et dans chaque pays, il y a what mille ethnies, what mille dialectes, plusieurs cultures, plusieurs religions. C'est incomparable. Et justement, comment les gens après ont réagi face à la création du club de lecture? Enfin, un club de lecture qui est du coup dédié aux auteurs et aux autrices noirs. Et du coup, est-ce que cette initiative a été taxée de communautarisme ou est-ce qu'on a des critiques par rapport à ça? Alors, en fait, quand j'ai créé, donc déjà, c'est un club de lecture qui est dédié aux auteurs afro. Quand je dis afro, déjà, je réconcilie beaucoup de gens avec le mot noir, quoi. Je me mouille pas trop. On est afro, afro quoi, afro-français, afro-européen, afro-descendant. C'est un peu c'est pour ne pas dire noir. Et si j'ai eu des critiques sur le côté communautaire, ça va être plus, comment dire, ça va être plus dans mon entourage. Au début, c'était un peu, Laurie, t'es sûre tu veux faire un truc que sur les noirs? Ou sinon des potes qui disent, des potes non noirs qui disent, ah ça y est, t'es devenue une Black Panther, machin et tout. Je vais vous demander 2 minutes, excusez-moi. Désolée. Comment dire? Et du coup, on m'a toujours demandé si ma démarche était communautaire. J'ai dit, enfin, à chaque fois qu'on m'a dit, est-ce que, enfin, votre démarche est communautaire, j'ai fait, ben oui. Et moi, j'ai pas. C'est un club ouvert où tout le monde peut venir. Et qui s'intéresse à ça vient. Après, évidemment, j'ai plus de noirs que de blancs. Justement, tu peux nous expliquer comment elles se passent ces rencontres? Alors, j'ai une communauté que je contacte alors maintenant par les réseaux sociaux, mais avant c'était beaucoup par mail, où je leur propose un livre à lire. Tout le monde lit le livre et puis on se retrouve. Et donc après, les gens doivent s'inscrire par mail pour dire qu'ils veulent participer. Donc je distribue pas de flyer en disant venez à mon événement. Pour moi c'est une démarche. Déjà de se procurer un livre et de le lire, c'est déjà une grosse démarche pour moi. Et ensuite, les gens s'inscrivent et je révèle le lieu à J-3, sachant que le lieu change à chaque session. Je voulais vraiment que le club soit vivant, je voulais sortir des sentiers battus du livre, je voulais pas que les gens se retrouvent, se retrouvent dans un endroit où j'ai l'habitude de trouver des livres. Je voulais pas qu'on soit comme dans une classe d'école où tout le monde est à la même place et machin. Je voulais vraiment rendre le truc vivant, ça bouge tout le temps. Et du coup, donc à J-3, j'annonce le lieu, les gens viennent. La lecture, c'est une activité hyper individuelle. Donc tout le monde vient, ben voilà, j'ai un livre avec des post-it. Tout le monde vient avec ses post-it, ses machins. C'est hyper studieux, un peu comme à l'école, tout le monde arrive hyper studieux. Comme c'est une activité individuelle, il y a beaucoup de gens qui viennent seuls. Il y en a qui viennent un peu accompagnés, mais souvent seuls. Et au début, donc je fais parfois venir l'auteur, mais je l'annonce jamais. Je dis jamais que l'auteur vienne. C'est la surprise s'il peut venir, s'il est vivant, s'il est disponible, s'il a envie de venir, tout simplement. Ou sinon, je fais venir quelqu'un qui est lié au sujet, ou sinon, ben, j'anime toute seule avec les personnes qui sont présentes. Et je commence par demander qui a aimé, qui n'a pas aimé, pour sentir un peu, voilà. Ce qui est drôle aussi, c'est que bon, aujourd'hui c'est un peu moins le cas, mais généralement un auteur, enfin c'est comme un réalisateur de film, on le connaît pas physiquement. Et c'est déjà arrivé où l'auteur était là et les gens savaient pas qu'il était là. Et donc quand je fais mon tour, qui a aimé, qui a pas aimé, je dis ah bah en fait il y a, parce qu'il fait partie de l'assemblée, bah il y a un tel qui est là aussi. Et là les gens sont hyper étonnés, hyper impressionnés et tout.
C'est assez drôle et du coup, moi j'ai un petit conducteur où j'ai des questions sur lesquelles je veux rebondir sur les sujets principaux du livre. Et c'est une grande discussion c'est une grande discussion à plusieurs. J'essaye de distribuer à la parole, chacun s'écoute. Et là, moi je trouve que la partie la plus intéressante, c'est la partie informelle après la session classique où tout le monde est assis, où c'est moi qui distribue. Après, les gens commencent à discuter entre eux de manière hyper naturelle sans forcément se connaître, mais ils veulent absolument débattre de ce qu'ils ont discuté, quand ils sont pas d'accord, quand ils sont d'accord. Le truc aussi, c'est que quand on lit un livre, ça répond à soi en fonction de son genre, de son âge, de ses valeurs et compagnie. Et là, on a plusieurs personnes avec des genres différents, des âges différents, des contextes différents. Et du coup, parfois, il y a des choses qu'on perçoit, nous, que l'autre n'a pas perçues, et vice-versa. Donc, du coup, on a une vision du livre à partir du même outil, du même texte noir sur blanc, parce que c'est vraiment ça. On a des impressions différentes. Et l'idée aussi, c'est vraiment pas de faire de l'explication de texte comme on l'a appris à l'école française. C'est on a tous des émotions dans ce qu'on a lu, on a tous on a vécu une aventure et on partage cette aventure. Donc les personnes qui viennent à ces événements, est-ce que ce sont des bons lecteurs, des personnes initiées, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à tout le monde dans un premier temps et en fait il y a de tout. Il y a des dévoreurs de livres, enfin vraiment, des, dévoreurs et dévoreuses de bouquins qui avalent et voilà. Il y a des gens qui viennent qui n'ont pas lu le bouquin. Ça c'est super parce que du coup ils sont hyper frustrés de ne pas avoir lu et à la fin de la session ils ont envie de le lire et ils auront plus cette occasion de partager avec plusieurs personnes cette lecture. Donc j'adore ces gens qui viennent et qui n'ont pas lu le livre. Parce qu'en plus, on se rend compte que enfin moi je me rends compte, et c'est exactement ce qui est hyper intéressant dans la littérature, c'est que le livre devient un prétexte pour aborder des sujets de société, enfin de tout type de sujets de société. Tout le monde a un avis sur l'injustice, sur l'éducation, sur la mort, sur l'amour, sur l'environnement. Tout le monde a un avis. Y a pas de bon ou de mauvais avis, mais on a tous un avis. Et tous ces livres qu'on dit mainstream, mais en fait, ils sont pas si mainstream que ça. Enfin, je parle pas de Toni Morrison qui est prix Nobel, mais ils répondent à tout le monde et l'universalisme d'une œuvre, c'est ça, on a tous, on a tous, on a tous des émotions, qu'on soit noir, blanc, vert, jaune ou rouge, et c'est ce qui rend universel une œuvre, et j'aime bien dépasser ça. Je rentre par l'auteur afro, mais je sors par l'universalisme, et c'est super puissant. Mais par exemple, il y a déjà eu des débats houleux entre des personnes qui avaient des interprétations différentes d'un livre, etc. Bien sûr. Bien sûr, il y a toujours eu, et c'est l'intérêt aussi, c'est qu'il y ait du débat. Si on est tous d'accord et qu'on dise tous la même chose, c'est un peu frustrant. Il y a eu, mais c'est toujours avec beaucoup de respect. C'est même quand on n'est pas d'accord, il y a toujours beaucoup de respect. Par exemple, on avait fait une session sur Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie, et il y avait quelques hommes, et parce que c'est vrai qu'il y a un public très très féminin. Mais il y avait quelques hommes, et dès qu'il y avait un homme qui se mettait à parler, on voyait toutes les têtes des nanas qui faisaient vous comme ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Attention à ce que tu dis. On est en majorité. Tu n'es pas dominant ici. Enfin, tu vois, il y a ce truc qui est drôle finalement, qui est hyper drôle. Et j'ai fait, ouais, la dernière session que j'ai faite, c'est Ne suis-je pas une femme de Bell Hooks, qui est une afro-féministe afro-américaine qui a écrit ce bouquin dans les années 80. Et il y avait un homme blanc de plus de 60 ans qui était là. Et à chaque fois qu'il parlait, on sentait c'était dans l'air. C'était vraiment dans l'air le truc un peu tendu, mais sans agressivité, quoi. Vraiment
il y a toujours le respect de la parole de l'autre. Après, justement, tu as dit que souvent, les gens qui venaient, c'était des gens qui étaient plus intéressés par ces thématiques. Mais est-ce que, justement, tu as trouvé des... Est-ce que tu as remarqué des gens qui avaient pu changer du coup d'avis, qui avaient pu se rendre compte de certaines oppressions, de certaines situations, ou être plus sensibilisés du coup grâce à des lectures? Non, parce que, excuse-moi de te couper, c'est pas ça que je vois, moi. Parce que c'est quand même un public niche et c'est un public qui est intéressé par ces sujets-là, même des étudiants et tout. Donc, il y a beaucoup de bienveillance. Mais en revanche, j'ai vu des gens s'émanciper. J'ai vu des gens arriver hyper timides, hyper introvertis et s'ouvrir comme des fleurs, quoi. Parce que se connaître, ça émancipe et ça permet d'avoir un socle et de s'affirmer. Et je pense que la littérature permet ça. Pour moi, le livre est un vrai médicament, une vraie thérapie, vraiment. C'est pas que thérapeutique, hein, mais on voyage, on découvre des témoignages, on découvre des réalités qu'on pouvait même pas imaginer. Et on peut aborder des sujets sur un certain angle. Parfois, je sais pas, on a un truc on a des principes hyper obtus dus à notre éducation, dus à la société, dus à plein de choses qu'on a accumulées. Et puis là, on tombe sur quelque chose qui nous fait voir un autre angle. Enfin, et moi, je trouve qu'il y a un pour chaque mot, il y a eu X. Et sinon, quelle est selon toi quelle est l'importance de se faire rencontrer des auteurs et lecteurs autour de centres d'intérêt commun? Déjà, rencontrer l'auteur, quand on lit un bouquin, je pense qu'on imagine toujours la personne, on imagine toujours. L'écrivain a toujours une position de piédestal, de puissance, je trouve. Et, euh, et parfois, il y a des auteurs qui sont hyper timides. Il y a des auteurs qui aiment pas parler. Et puis, on interprète beaucoup de choses. Et là, il y a des gens qui vont dire, mais est-ce que vous n'avez pas voulu dire ça à telle page? Et l'auteur, il dit, bah non, pas du tout. Donc, c'est comme quand on est face à une œuvre d'art et on se dit, ah ouais, peut-être. Il y a plein d'interprétations, mais qui sont propres à soi, quoi, finalement. Propres à son propre vécu. Et ce que je trouve important dans la société d'aujourd'hui, c'est de créer des espaces où on peut parler librement. Et du coup, non. Et du coup, c'est, c'est comment dire, on se retrouve à devoir, comment dire, à discuter en fait, parce que on a tellement de biais pour communiquer. On a des messages Facebook, des messages Insta, des messages Twitter, des messages WhatsApp, on a des mails Facebook, on a des téléphones portables, on a plein de vecteurs de communication, mais on a très peu d'espace pour discuter librement. Et l'échange humain, ce post-confinement le montre beaucoup, le démontre, voilà, est primordial de discuter de vis-à-vis avec quelqu'un, d'échanger et de manière libre et respectueuse. C'est pas écrire un commentaire derrière son clavier. Ça a rien à voir comme rapport humain. Et c'est ce qui me tient. C'est tous ces échanges. C'est vraiment, j'ai fait trop de rencontres, j'ai eu trop de conversations que j'aurais jamais eues pas si j'avais pas créé ce club, si j'avais pas lu ces livres. Mais avec ma petite sœur, avec mes parents, avec mon enfant, avec une amie, avec un collègue, il y a plein de conversations que j'aurais jamais eues si j'avais pas lu ces livres. De discussion sur quoi, par exemple? Des discussions sur quoi? Déjà sur le côté communautaire, tout simplement. Moi, j'ai travaillé dans des rédactions et elle me dit ouais, t'es communautaire et tout. Je sais, bah en fait, toi aussi t'es communautaire.
tu fais partie d'une communauté dominante qui est blanche, mais ça reste une communauté. Et le truc super simple, et je disais ça, je me rappelle à une collègue, un truc super, c'est un peu moins valable aujourd'hui, mais quand même, je suis, ben, toi, t'es chez toi, il te reste plus de shampoing, ben, tu descends au supermarché d'à côté, tu trouves un shampoing. Moi, j'ai plus de shampoing, il faut que j'aille dans un magasin spécialisé dédié à la matière de mes cheveux. C'est toute une autre démarche. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses. Et du coup, toi, tu te rends même pas compte de tout tous ces freins, tout ce que je vis, tout ce que... ouais, ça te dépasse. Toi, tu peux te contenter de vivre. Et moi, il faut que je réfléchisse rien que pour choisir un shampoing. Et ça paraît con comme ça, hein. Mais c'est un temps de vie, c'est une charge mentale en plus. Quand on voit les violences policières, je reviens sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qui tient à cœur, mais une maman d'un enfant blanc, elle s'inquiète pas autant qu'une maman d'un enfant noir ou maghrébin quand à 23h il n'est pas rentré en fait. Cette option qui peut mourir sous les bras de la police nationale, elle n'existe pas pour elle. Et c'est voilà, c'est des sujets comme ça qui, comment dire, les livres te donnent les mots pour en discuter en fait, et pas être dans l'émotion et dire ouais tu me comprends pas, nanani. T'as le livre de Assa Traoré qui raconte comment son frère est décédé. Lis-le et viens on en discute après. Tu peux plus nier la réalité qui est la mienne. Tu peux pas, c'est pas possible. Mais du coup, lire des auteurs noirs ou des auteurs afro, ça permet de repenser sa propre existence, de se replacer, ou de repenser en tout cas notre position. Lire tout type d'auteur permet de s'ouvrir sur le monde. Et lire les auteurs afrodescendants, c'est un nouvel angle. C'est un nouvel angle, c'est un autre angle même, de considérer certaines choses que quelqu'un qui est non afro ne connaît pas. Et moi, j'ai choisi les auteurs afro, et puis en plus maintenant c'est à la mode, donc c'est cool pour moi. Mais, mais ouais, ça permet de partager une expérience et pas une expérience personnelle et singulière, mais une expérience commune sur le monde. L'esclavage qui a été dénoncé, l'esclavage moderne qui a été dénoncé dans les pays, dans les Émirats. Enfin, c'est une suite d'une pensée qui a été validée à un moment et qui était validée par le monde, qui a été théorisée, dont les gens ont fait profit et à un moment de l'histoire, les humains noirs ont été considérés comme des meubles et quelle que soit son origine, caribéenne, africaine, afrodescendante, afro-brésilienne, afro-américaine, même quand ils n'ont pas, parce qu'il y a aussi des Africains qui n'ont pas vécu le commerce triangulaire pardon, ils sont ramenés en permanence à cette histoire par leur taux de mélanine, tout simplement. Et voilà, pour moi, c'est la littérature qui ouvre sur le monde. J'ai choisi les auteurs afro parce que j'y étais sensible personnellement, mais la littérature, un livre comme Jamais sans ma fille qui cartonne, qui fait un carton littéraire, c'est la souffrance d'une femme, c'est une histoire, c'est un contexte. N'importe quelle mère qui lit ça, et même n'importe quel parent qui lit ça, elle comprend en fait.
Et par rapport au club enfant, parce que du coup, tu as créé un club de lecture pour enfants, Mhm. qu'est-ce qui t'a amené à créer ce club et comment se pose la question de l'identification, par exemple, pour les enfants? Alors, bon, bah déjà, c'est un truc que je voulais faire, et puis j'ai eu un petit garçon, et, euh, et ça m'a fait commencer à regarder un peu plus la littérature jeunesse. Et puis j'ai pris une décision moi-même toute seule, j'étais encore enceinte, de me dire que si dans le livre il n'y a que des blancs, je ne l'achète pas. C'est aussi simple que ça. Et je vais vous montrer des bouquins que j'ai choisis, mais s'il y a que ça, s'il n'y a pas d'imaginaire sur le monde, je ne le prends pas. Ça a été une décision complètement personnelle parce que je trouve qu'on est dans une société multiculturelle et connaître l'autre, c'est une richesse et c'est super important et c'est ce que je veux transmettre à mon enfant. Et c'est surtout pas la volonté de faire un club de lecture afro pour enfants, parce que l'idée aussi, c'est pas de le mettre dans une case, il est pas, mais il vit dans un monde où on voyage, où tout le monde est interconnecté. Ce fameux Covid-19 nous montre qu'on est plus interconnecté d'une manière complètement globale sur cette planète. Et on ne peut pas avancer avec un seul angle, en fait, c'est pas possible. On est obligé d'avoir une nouvelle. Et je veux que dans son imaginaire, il crée tout ça quand il est dans la rue, quand il joue, quand il parle avec des gens, il y a plein de gens différents et ça fait partie du monde, quoi. Donc voilà, dès que c'est white only, c'est mort pour notre bibliothèque. Et justement, tu as trouvé beaucoup des livres qui n'étaient pas white only. Alors, ce qui est drôle, c'est que dans les années 90, il y en avait plus que il y a peut-être 10 ans, puisque c'était un peu. Je suis retombée sur des anciennes vieilles éditions où il y a tout. Et il y a eu un moment où il y avait, par exemple, les Barbapapa, qui promeut via des formes diverses et variées, et toutes les couleurs qui promeut la diversité, le machin et tout. Quand c'est un être humain, ils sont tous blancs. Il y a beaucoup de questions qui sont abordées avec des animaux. Des sujets, mais c'est que des animaux. Mais en fait, on n'est pas des animaux, nous, on est des humains. Donc, on peut traiter de plein de sujets, mais on n'est pas des animaux. Et du coup, j'ai fait plus attention. Il y a c'est plus et après, ça dépend dans quelle bibliothèque. En fait, comme j'étais vraiment dessus, j'ai cherché. Et en fait, un peu comme les bouquins aujourd'hui, quand on te propose un bouquin, tu tombes sur un autre auteur qui parle à un autre auteur et de fil en aiguille, tu tombes dessus. Et maintenant, je fais attention dès qu'il y en a un qui sort. Mais là, par exemple, pendant le confinement, j'ai une copine qui m'a demandé pour sa fille de 10 ans des romans d'auteurs afro. J'ai galéré pour trouver parce que mon fils aujourd'hui a 6 ans. Du coup, je suis pas encore dans la pré-ado et tout. Et en fait, j'ai très peu de références. Alors, il y a encore ces ados, hein, c'est 14-17 ans. Il y a Afropéenne Soul et autres nouvelles de Leonora Miano, qui est une série de nouvelles et qui peut être. Mais voilà, te citer un auteur afro pour les 10-12 ans, là, j'en suis incapable. Si on m'a parlé je n'ai pas très loin. On m'a parlé d'un. Enfin, c'est. Voilà, présence africaine. Pardon, j'ai ma bibliothèque juste derrière. Non, non. Présence africaine. Donc, c'est Boubou Hama. Je ne l'ai pas encore lu. Mais même chez Présence africaine, on m'a dit qu'il y a très peu d'auteurs sur cette tranche d'âge, quoi. Donc, je suis toujours en recherche. Je regarde dans tous les pays que je vais dans les librairies. Dans la librairie anglophone, il y a beaucoup plus de propositions. Même pas besoin d'aller aux États-Unis, tu vas à Londres, il y a déjà plus de propositions, mais il y a très peu de traductions. Et, voilà, je vais au rythme de mon fils finalement.
Et donc, tu pourrais nous présenter quelques ouvrages, donc des livres jeunesse ou des livres adultes que tu as avec toi? Ouais. Donc, bah, voilà, je vous ai parlé de alors, Aizé Gani. Je vous laisse aller regarder sur le net le contenu. Donc, ça, c'est vraiment un roman pour les 10-12 ans. Mais j'ai pris plusieurs livres avec moi que j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. Famille. C'est un des livres que j'ai fait dans un des clubs de lecture. Et en fait, j'aime beaucoup ce livre parce qu'il y a toute forme de famille. Il y a les familles recomposées, les familles homoparentales où il y a des coparents, les familles monoparentales. Il y a vraiment tout type de famille et en quatrième de coup aussi. Du coup, en fait, ça décrit jamais les familles. Ça décrit jamais les familles, mais ça dit, par exemple, je vais lire comme ça, mais la famille, c'est la joie d'être ensemble pour s'amuser, partir en vacances ou se promener. Et là, on voit tout type de famille. On ne va pas dire la famille, elle est comme ci, elle est comme ça. Il n'y a pas de dogme ou de normes, mais sur une donnée commune, on a différentes formes de partir en vacances. Donc, j'affectionne vraiment beaucoup ce livre parce que ça peut aborder tous les sujets de famille. Et Malcolm Little, j'affectionne vraiment ce livre parce que donc on connaît tous Malcolm X, ce leader afro-américain qui est mort à 39 ans, et c'est sa fille qui a écrit ce livre sur son enfance en fait. L'enfant qu'il était petit, on connaît son parcours de leader, mais il est issu d'une famille nombreuse. Il a un père pasteur, et en fait, tout se dégrade à l'assassinat de son père, parce que c'est quand même un assassinat. Il se fait adopter, il est excellent à l'école, il veut être avocat, mais on lui fait comprendre que des gens comme lui ne peuvent pas devenir avocat. Il est hyper intéressant, et d'autant plus que le fait que ça soit écrit par sa propre fille, ça donne un point de vue hyper intéressant et authentique. Donc il y a ça, et puis après, il y a Comme un million de papillons noirs. Peut-être que vous le connaissez, c'est un livre jeunesse écrit par Laura Nsafou qui est sorti en 2007. Et c'est une petite fille noire qui se fait moquer de ses cheveux à l'école. Et sa maman lui apprend à aimer la matière de ses cheveux. Donc, j'adore cette page qui montre plusieurs coupes de cheveux. Pendant longtemps, on nous dit parce que je me mets dedans, en tant que fille noire, on a des cheveux qui sont difficiles, durs et tout, alors qu'on a les cheveux les plus malléables, les plus dociles. C'est-à-dire que si je tire comme ça, et ben mon cheveu, il va rester comme ça. Si je fais ça, il va revenir comme je lui ai demandé. On peut faire des tresses, on peut faire tellement de trucs, alors qu'on a grandi avec le fait qu'il fallait transformer nos cheveux pour être accepté des autres. Et puis encore plus moi, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Barbie noires, ni de poupées noires. On a cet imaginaire de la Barbie avec les cheveux blonds, longs, au vent et tout ça. Et je trouve que c'est un sujet qui est difficile à aborder en tant qu'adulte. Mais voilà, par la littérature jeunesse, on peut vraiment aborder des sujets simplement. Enfin, c'est un vrai intermédiaire, je trouve, le livre dans l'éducation des enfants. On peut aborder plein de sujets. Parfois, on n'a pas les mots. Les livres permettent de traduire les choses et permettent aussi aux enfants d'exprimer quelque chose. Un enfant peut ne pas avoir évoqué le fait qu'on s'est moqué de ses cheveux un jour, et en fait en lisant le bouquin il va vous dire ah bah oui, justement à l'école il y a un tel qui a dit ça et tout, et ça, encore une fois, c'est un prétexte pour aborder des sujets. Et il y a ouais, j'affectionne vraiment à Miami, donc c'est la version ça aussi c'est super nouveau. L'école de loisirs, la plupart de leurs classiques sont valables en format 5 comme ça, à 5 €, alors que le grand format il coûte 15 €. Et il y a vraiment une volonté d'accessibilité à la culture que je trouve hyper intéressante.
Et Tommy Ungerer, qui est un auteur qui est décédé il y a peut-être 2 ans, même pas, enfin classique. Et ben dans tous ses livres, donc c'est un Français d'origine, enfin il était alsacien, donc proche de la culture germanophone. Dans tous ses livres, il a tout dans ses personnages. Et là, c'est l'histoire de Kissing et Raffi, qui sont deux créateurs qui créent des personnages eux-mêmes et tout. En fait, tous les deux ont très peu d'amis. Enfin, Raffi emménage dans un quartier, il a très peu d'amis et tout, et à son anniversaire, il n'y a personne, mais c'est un très grand bricoleur. Et Kissing adhère à son truc, et puis leurs deux familles deviennent amies, et puis à un moment, leurs créations deviennent connues, et en fait, ils deviennent deux grands artistes, et ils restent amis pour la vie. À la fin, je révèle la fin, mais c'est pas très grave. Les enfants aiment qu'on leur raconte 10 fois les histoires, donc voilà. Et c'est aussi l'idée de l'amitié fille-garçon. Parce qu'on est aussi toujours dès qu'un petit garçon est lié d'amitié avec une fille ou quoi que ce soit, ou vice versa, c'est ton amoureux ou ton amoureuse, et on peut pas, enfin, on donne déjà beaucoup ouais, on donne beaucoup de sens à quelque chose qui est naturel pour un enfant d'être ami avec un autre enfant, en fait. Je trouve que c'est hyper intéressant aussi de ce point de vue-là. Ça, c'est ma sélection jeunesse. J'en ai encore plein, mais le live pourrait durer 3 heures si je continue. Vous avez des choses à commenter? J'ai pas entendu. Alors, en sélection adulte, je voulais parler de L'œil le plus beau de Toni Morrison, qui est un livre que je conseille et que je reconseille parce qu'il est... c'est une jeune fille noire qui veut avoir les yeux bleus et qui prie pour ça vraiment. Enfin, voilà, c'est l'idée de la beauté qu'elle a et tout. Puis il y a plusieurs histoires entrecroisées et, il m'a transporté ce livre. J'ai eu du mal à lire d'autres livres de Toni Morrison et j'aurais dû commencer par celui-ci. Et j'ai pas trop envie de plus de pitcher que ça parce que il faut le lire pour ressentir tout ce qu'elle raconte. Et pour ceux qui connaissent pas Toni Morrison, c'est la première femme noire à obtenir le prix Nobel de littérature et qui est décédée l'été dernier. Cette fameuse femme noire avec ses locks grises. Et vraiment, il m'a transportée, mais d'une manière que je m'y attendais pas, quoi. Il y a avoir des sentiments et avoir la capacité de décrire un sentiment. Et elle sait faire ça. Vraiment, elle sait décortiquer, mais tout type de sentiments, hein, que ça soit de la peur, et sans jamais être violente. Parce qu'à un moment, elle parle d'un viol sans être violente. Comment parler d'un viol sans être violente, je ne sais pas. Très bien. Et alors, donc il y a plein de post-it dessus. Ne suis-je pas une femme de Bellux que j'ai croisée il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, qui a été une révélation. Donc évidemment, c'est une afro-américaine, donc c'est quand même un point de vue hyper américain. Mais c'est une étude sociologique sur la place de la femme noire dans la société américaine pour le coup. Et elle révèle des choses hyper intéressantes sur, par exemple, la mémoire des corps. En fait, on hérite tous de la mémoire de notre histoire, notre propre histoire, celle de nos parents, celle de nos ancêtres. Et la femme noire a été maltraitée pendant l'esclavage. Elle a été violée par les hommes blancs, mais aussi par les hommes noirs. Et en fait, nos corps ont ces mémoires. Cette violence, on l'a en nous, on l'a malgré nous, on l'a ingurgitée et gardée. Et
y a pas que ça, mais je trouve en tant que femme noire, il y a plein de choses qui se révèlent et il y a plein de trucs intéressants à aborder. Et je suis vraiment consciente que c'est un point de vue afro-américain, mais ça, je trouve que j'aime pas dire ouais il faut lire ça ou machin et tout, mais dans la trajectoire d'une femme noire, je trouve que c'est important à lire. Et c'est lourd, hein, mais je trouve que c'est important à lire. Alors, j'ai parlé de La vie sans phare et en fait, j'ai dû le prêter ou l'offrir. J'ai du Marie Scondé encore derrière avec moi, mais La vie sans phare de Marie Scondé, c'est une autobiographie de Marie Scondé, qui est donc le prix Nobel de littérature alternative de 2019 et qui est aussi la marraine du club de lecture de Reed. C'est une femme de plus de 80 ans qui est d'origine guadeloupéenne, qui a vécu sur le continent africain, qui a enseigné sur le continent africain, qui a vécu aux États-Unis, qui a enseigné aux États-Unis, qui est encore trop, à mon goût, trop peu connue en France, puisque c'est une Française quand même, et trop peu promue, à mon sens. Et c'est vraiment, enfin, le titre dit tout, La vie sans phare, elle parle de sa vie sans chichi, sans blabla. Et souvent, on imagine toujours des parcours de vie exceptionnels, sans embûches de personnes avec une certaine notoriété. Et en fait, elle est vraie de A à Z. Elle raconte des choses qu'on pourrait penser horribles ou qu'on pourrait juger. Mais j'ai aimé voyager avec cet auteur. Ok. Et enfin, ah, Ah, il en reste un, oui. il en reste. D'accord. Alors, Les identités meurtrières de Amin Malouf, je trouve que euh, ouais, c'est vraiment un... Comment décrire ça? Vous m'avez beaucoup parlé d'identité jusque-là et c'est vrai que ben on le sait tous, l'identité elle est multiple, elle est pas uniforme, elle se limite pas à un papier qu'on vous donne par pays. Euh, mais ils disent qu'on sait, c'est un vrai essai, ils disent qu'on sait il parle, enfin chaque chapitre pourrait être un livre. Et je trouve que c'est vraiment un bouquin qu'on devrait distribuer gratuitement. D'abord éteindre BFM et donner ça à la place. Donc j'ai bien dit éteindre BFM et distribuer ça à tout le monde pour s'ouvrir au monde et pour comprendre la richesse de l'autre et pour se comprendre. Voilà. On est dans un monde où l'autre est une richesse, quoi. On a tous à apprendre les uns les autres et il le dit bien. Mhm. Voilà. C'est tout pour les livres? J'en ai d'autres. J'en ai d'autres, mais je pourrais rester des heures. Là, il y a un livre qui est derrière moi que j'aime beaucoup offrir, qui n'est pas une auteure afro, qui s'appelle Libre. Et c'est un manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels. Et c'est Ovidié et Digli. Donc Digli, c'est une illustratrice et Ovidié, c'est une féministe qui est une ancienne actrice de films X et qui c'est entre le manifeste et à chaque fois il y a des planches de BD qui développent des sujets. Donc c'est trop drôle. Là, c'est par exemple des mecs qui sont en train de discuter d'une fellation devant tout le monde et tout, et qui se qui s'en vantent et tout. Et du coup, la nana, elle commence à raconter comment dire, elle commence à raconter un cuni et tout, et là les mecs sont hyper choqués. Non mais attends, c'est dégueulasse ce dont tu parles. Comment tu peux dire ça? Enfin, c'est toujours ce truc genré au niveau sexuel, et il est vraiment intéressant, je trouve. Pareil même par rapport au corps. Il y a plusieurs trucs sur le rapport qu'on peut avoir au corps qui est hyper intéressant.
D'ailleurs, on voit les différentes femmes qui sont en couverture, voilà. Et il y a des noirs dedans. Et tu as eu l'occasion de faire des nouvelles découvertes pendant ce confinement? Des nouvelles découvertes. J'ai lu le livre de Mabula Soumaoro, que j'avais déjà avec moi. En fait, j'ai lu des bouquins que je devais faire en club de lecture qui n'ont pas eu lieu. Et donc, il y a le triangle et l'hexagone de Mabula Soumaoro, qui est une chercheuse en civilisation du monde anglophone et spécialiste en études africaines-américaines. Et elle parle de son parcours. Et il y a encore un livre qui peut libérer les femmes noires. Et il y a aussi Time Bomb que j'ai pas découvert parce que c'est un pote, mais on devait faire ça en club de lecture aussi. Time Bomb de Kamal Osman. Donc Time Bomb, c'est le collectif de rap du rappeur que vous connaissez tous, Booba, dans lequel il a commencé. Et Kamal en a fait partie. Sur un récit autobiographique, il commence à parler à comment il a commencé le rap et compagnie. D'accord. Eh bien, merci à toi, Laurie, pour tous ces précieux conseils pour cette interview. Et merci de nous avoir suivis. À tous les spectateurs, je vous rappelle que l'appel à contribution pour le projet Nouvelle Cartographie est toujours présent et vient de commencer pour le nouveau thème Se raconter, se représenter. Vous pouvez le retrouver sur le site du Labo 148, www.labo58.com. Et voilà, donc vous pouvez suivre les publications pour ce projet et vous pouvez parler et vous pouvez suivre Laurie. Donc Sur la page Facebook de Reed, oui. Reed Club de lecture de Rafo. Il y a toute l'actualité. et le lien sera dans les commentaires du live. Merci encore, Laurie, et bonne soirée. Merci à vous. Donc merci beaucoup et au revoir. Et bonne continuation sur ce déconfinement. Merci.